Voilà, Alexandra, c'est à vous l'honneur. Oui, l'honneur. La responsabilité plus que l'honneur, mais très bien. Je prends la perche. J'ai envoyé sur mon compte tweet un complément pour suivre le live. Donc, c'est une série de 1, 2, 3, 4. Attends. Ben, si vous voulez, Alexandra, vous pouvez l'épingler en haut du space. Hein. Ah, mais ça, je sais pas faire. Hein. Non, mais alors, vous voyez la petite flèche qui va en bas? Il y a une petite flèche qui va en bas sur un trait. Sur votre trait. Sur votre tweet initial. Il y a une petite flèche qui va en bas. Comme si vous vouliez le partager. C'est pas le cas. Non, mais attendez, je vais aller sur votre compte. Allez-y, Alexandra, parlez. Je vais aller sur votre compte et je vais l'épingler. Ça va s'afficher, je l'ai fait. Allez-y, il n'y a pas de souci. Merci, Alexandra. Ouais, alors c'est gentil. De la même façon que Dopaminergique s'est présenté, je pense que c'est intéressant que je me présente aussi. Je suis un chercheur en génétique. J'ai eu une carrière totalement académique, c'est-à-dire dans des organismes de recherche publics jusqu'à fin 2019. Et en fin 2019, j'ai demandé une retraite anticipée à mon organisme qui est public, qui est l'INSERM, donc en recherche médicale, et ils me l'ont accordé, ce qui est plutôt une faveur, hein, en l'occurrence. Et donc dans ces cas-là, on ne peut pas évidemment demander un éméritat parce que on demande déjà une retraite anticipée, donc on peut pas aller sur tous les tableaux, faut quand même pas exagérer. Et c'était parce que j'avais la volonté de fonder un institut de recherche en Afrique, ce que j'ai fait, qui visait à faire différemment la recherche de ce que je faisais jusqu'à présent. J'étais plutôt sur la page blanche à écrire, donc cela m'a permis de découvrir l'implication de l'ARN dans des différentes maladies génétiques. Cela m'a permis aussi de faire un certain nombre de travaux sur le foie de l'enfant et sur les maladies respiratoires de l'enfant, notamment la mucoviscidose. Et enfin, de travailler sur la réponse des gènes pour savoir comment on stocke une information sur la mémoire à long terme, donc en neurobiologie. Et pendant ma thèse, la réponse à des gènes pour répondre au glucose, au sucre. Et évidemment, à chaque fois qu'on est soumis à l'environnement, quel que soit l'environnement, que ce soit manger un morceau de sucre, être stimulé par une information, il y a une réponse qui se fait au niveau des gènes. Et c'est ce qui m'intéressait, ce qui m'a toujours intéressé, c'est cette boîte noire. Alors, dans cette boîte noire de la connexion entre l'environnement et les gènes, il y a évidemment une place à une molécule extraordinaire qui est l'ARN. Pourquoi je dis qu'elle est extraordinaire? C'est parce qu'elle assure la connectivité à tout notre système et elle est vraiment le lien entre le fait que l'ADN va exprimer un certain nombre d'informations, donc sous forme d'ARN, le transport de tout le système par tout ce qu'on a découvert être le système notamment d'ARN interférent qui permet que quand vous voyez une petite feuille de pétunia, elle est violette et blanche à la fois, par exemple, et vous pouvez vous demander mais pourquoi information génétique dans toutes ces cellules, pourquoi est-ce qu'elle serait blanche et pourquoi elle serait violette? Est-ce qu'elle exprime un colorant blanc et violet? Eh bien, en fait, c'est tout simple, c'est un phénomène d'inhibition, c'est-à-dire qu'en fait, on inhibe la couleur violette et c'est ce qui donne la couleur blanche. Voilà. Donc, vous voyez là un monde magnifique qui est celui de l'ARN que vous avez peut-être pris en grippe ces derniers temps. Et j'essaye toujours de rapporter un petit peu de beauté dans tout ce que nous vivons.
En plus, après dopaminergique, il y a intérêt à remonter le moral. Hein. Je ne sais pas pour vous. Moi, je me sens en burn-out depuis que je l'ai écouté. Quoi. Alors, bon, j'espère que ceux qui nous écoutent. Non, c'était tout à fait passionnant et on a vraiment besoin de voyez, de tous ces chercheurs qui s'occupent de nous tous azimuts. Alors, moi, j'ai voulu faire un petit peu différemment. D'abord, la question que j'étais freestyle. Donc, ça, ce que j'ai Je crois qu'on a perdu Alexandra. Je sais pas pour Ouais, vous. c'est ce que je me disais. Alexandra, si vous êtes sur Livebox, peut-être que c'est ça des fois. C'est que des fois, quand on est en Space et qu'on est sur Livebox, ça a tendance des fois un peu à saccader comme ça. Vous m'entendez, Alexandra? Alexandra? Vous entendez, vous, John? Non, ça ne Il n'y a marche plus pas. rien à voir. Ah, remonte c'est bon, après, c'est bon. Ah non, je crois qu'elle a bug. Ouais, On a ça va entendu la fin. déconnecter, reconnecter, je pense. Ouais, je la re-invite. Un petit instant. Alexandra, si vous m'entendez, peut-être il faut sortir du space et revenir. Non, c'est bon, vous êtes de retour. Oui, c'est bon, vous êtes de retour. Impeccable, merci. Ça a bugué quand vous avez dit après dopaminergique, il va falloir se remonter Oh le moral. merde alors, ça fait un moment que ça a bugué. Alors, du coup, je sais plus parce que j'ai continué à dérouler ma pensée toute seule. Hein, j'étais en monologue, c'est sympa. Vous avez dit que vous étiez parti un peu en impro pour le space et après ça a saccadé. Donc, je suis partie en impro sur le space, sur vous donner un éclairage génétique sur tous ces aspects qu'on nous a tus et j'ai envie de dire qu'on a volé à l'espace public, c'est-à-dire des milliards d'entre nous sont injectés avec de l'ARN et personne n'a vraiment de compréhension ni de ce qui est connu avec certitude, ni des inconnus et de l'étendue des inconnus. Donc, pour faire cela, je l'ai fait dans un premier temps. Je suis partie sur un tout autre exemple. Je suis partie sur l'exemple du valproate. Et en fait, en tapant valproate dans mon logiciel DuckDuckGo sur Internet, je vous ai mis une petite capture d'écran et vous voyez la première, si jamais vous le voyez, je ne sais pas si vous êtes capable de voir votre écran en même temps, il y a valproate dans la schizophrénie. Il y a 4 ans, le Cochrane. Alors Cochrane pour nous c'est vraiment c'est une forme de bible qui recense justement toutes les études cliniques et qui vous explique il y a 4 ans que sur la base des preuves issues d'essais randomisés actuellement disponibles, rien ne permet de recommander ou de déconseiller l'utilisation de valproate dans la schizophrénie. Autrement dit, circuler. Alexandra, juste pour les gens, pour qu'ils arrivent à situer, c'est le tweet d'Alexandra, c'est celui où elle a marqué un complément pour le live @tribunalpop. Ouais. Voilà. Allez-y, merci. Et donc voilà. Donc en fait, vous voyez qu'il y a 4 ans, le Cochrane estime que globalement, il n'y a pas trop de problèmes, qu'il n'y a pas en tout cas suffisamment de problèmes pour sonner une sirène d'alarme. Qu'est-ce qui se passe
4 ans après, je prends le dernier, toujours dans ce même tweet, le dernier lien, il y a marqué l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux en hausse en 2021. Et vous voyez donc ça, c'était une recherche que j'ai faite hier, donc il y a 3 jours, le généraliste.fr, titré 180 millions d'euros, c'est le montant des dépenses d'indemnisation versées aux victimes par l'Office blablabla en 2021 pour l'ensemble de ces missions. Et en fait, il raconte notamment valproate. Et quand vous tapez valproate dans notre base de PubMed à nous, donc PubMed, c'est là où sont compilées toutes les publications en lien avec, on va dire, la biologie et la médecine. Vous avez un lien, alors ça c'est son autre tweet qui s'appelle Sur fond du déroulé d'autres alertes. Et en fait, vous avez un article que j'ai mis qui s'appelle Transgenerational Adverse Effects of Valproate. Alors, pour moi, ma façon de faire depuis le début, depuis que je prends la parole, ça n'est pas d'essayer de convaincre qui que ce soit, c'est d'essayer de donner les outils aux uns et aux autres de questionner ce qu'ils ont envie de questionner. C'est pour ça que pour moi, c'est important qu'on suive ensemble voilà une chose un peu interactive. Alors je sais que le space n'est peut-être pas le meilleur outil, mais qu'importe, je tente l'affaire. Et si vous cliquez sur mon lien Transgenerational Adverse Effects, vous arrivez sur ce qu'on appelle un abstract, c'est un résumé de l'article qui vous explique l'utilisation du valproate pendant les grossesses. C'est un article qui est notamment signé par une Française. Recommande chaudement les injections ARN. Alors c'est vraiment curieux pour moi. C'est vraiment, ça fait partie des choses que j'ai vraiment, véritablement, sincèrement beaucoup de mal à comprendre. C'est comment une personne qui sait que entre l'alerte sur le valproate et les découvertes dans le cours des choses, dans les observations, ça prend un petit peu de temps et qu'on fait des découvertes qui sont pas forcément jolies à voir. Alors là, en l'occurrence, on se retrouve avec effectivement 90 familles touchées. Et vous voyez le mot résulte, où ils vous disent parmi 187 enfants qu'ils ont rapportés, 23% avaient des malformations, 26 des pieds et des mains, 15 des problèmes dysmorphiques du visage, 10 des malformations urologiques et rénales. Je crois qu'il y a un problème de micro. Ouais, je crois que ça a encore bugué. Alexandra, je vous pour pas qu'elle comprenne, tac. Et je vous ai réinvité, Alexandra, vous buguiez. Normalement, là, je vous ai réinvité, Alexandra. Je pense qu'elle va elle va revenir. Elle va faire un bac. Bon, ben, on va profiter de ce petit moment. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Okay. Alors, qu'est-ce que j'ai dit en dernier? C'est pour savoir si vous suivez. C'était vraiment sur la partie l'abstract et moi j'étais en train de lire justement et ils expliquaient qu'ils étaient en train d'investiguer s'il y avait des problèmes transgénérationnels Voilà. pour les effets du valproate. C'est ça. Donc je montrais que on était sur des chiffres absolument colossaux d'effets, 23% avec des malformations,
44% avec des désordres neurodéveloppementaux et seulement 47% qui se retrouvaient avec ni malformation ni désordres développementaux. Donc, le souci que nous devrions tous avoir, c'est est-ce qu'on a la moindre assurance que les injections que l'on fait aujourd'hui, alors évidemment, hein, une injection d'ARN n'a rien à voir avec l'administration du valproate, on est bien d'accord, mais on peut logiquement se poser des questions et s'inquiéter de façon tout à fait légitime. En l'occurrence, quand on va dans cet article, un petit peu plus loin, il vous raconte notamment ce qu'ils ont vécu et observé sur les souris. Et c'est ça tout l'un des problèmes. Ils expliquent que finalement leurs résultats sont compatibles avec les effets transgénérationnels de ce produit, est supporté par d'autres études qui montraient que le valproate avait une interférence au niveau, ce qu'on appelle épigénétique, c'est-à-dire modifier toute la machinerie qui va permettre d'allumer ou d'éteindre les gènes. Et que ces désordres, notamment autistiques, donc d'autisme, chez les souris induites par le valproate, pouvaient être transmises sur au moins jusqu'à au moins la 3e génération par transmission épigénétique. À l'heure actuelle, aucun scientifique au monde, ni ceux qui ont développé la technologie, ni ceux qui travaillent depuis des années sur l'épigénétique ou autre, ne peut vous dire ne peut vous promettre qu'il n'y aura pas d'effet ni épigénétique ni transgénérationnel. C'est pour cela que j'alerte de façon assez conséquente. En fait, ça va même un petit peu plus loin, hélas. Ça va que il y a eu une étude qui étudie le sang d'individus vaccinés ou d'individus en contact avec le SARS-CoV-2 et qui montre que en fait, il y a notamment des effets épigénétiques du vaccin ou de SARS-CoV-2, des modifications épigénétiques au niveau des cellules sanguines. Voilà un petit peu le genre d'informations qui sont celles que nous avons. Alors, comment c'est envisageable tout cela? En fait, c'est assez simple. Et la façon dont il faut le concevoir, c'est à nouveau de prendre un exemple extérieur. Parce que je remarque que quand on a été injecté soi-même, on a toutes les difficultés du monde à comprendre ce qui nous arrive. Donc, je prends toujours l'exemple d'une tomate. On prend une tomate, on prend de l'ARN messager d'un virus, en l'occurrence, pourquoi pas le coronavirus, et une protéine, du coup, l'ARN messager, donc l'instruction génétique, qui va donner à toute cellule la capacité de produire ce qu'on appelle une protéine spike, c'est une protéine qui fait l'habillage, le manteau du virus, et on va le mettre dans une petite capsule de graisse. Donc on fait comme une petite émulsion, si vous voulez, bon c'est plus perfectionné ça, dont certaines molécules on les connaît depuis longtemps, d'autres on les connaît pas depuis longtemps. Mais on fait cette expérience pour la toute première fois. Et on injecte cet ARN messager dans ces petites capsules de graisse dans la tomate. Les petites capsules de graisse n'ont d'autre motivation dans la vie que de fusionner avec les cellules de la tomate, ça tombe bien. Et donc, l'information de l'ARN messager du virus va rentrer dans les cellules. Donc, ces cellules, qui étaient des cellules de tomate, se mettent à produire une protéine de virus. Ma question est, est-ce que la tomate est
génétiquement modifiés? Votre réponse est la vôtre. En général, quand je pose la question aux gens, ils partagent la même réponse que la mienne, c'est que oui, on ne peut pas dire que nous n'avons pas procédé à une modification génétique de la tomate. De certaines de ces cellules, c'est certain, pas de toutes les cellules, encore heureux, sinon on serait carrément en transgénèse, mais la question se pose dès lors que elle peut aussi, cet ARN peut aussi rentrer dans des cellules de type ovocyte, ou dans des spermatozoïdes, et à ce moment-là, évidemment, cette fois, l'information, elle rentre d'entrée de jeu, donc elle a une importance, et qu'on ne vienne pas de me dire que si elle n'est pas intégrée à l'ADN, ça ne pose pas de problème, parce que on sait depuis longtemps maintenant que quand on passe une information transgénérationnelle, on la passe au niveau de l'ADN et au niveau de l'ARN, c'est-à-dire qu'on passe des ARN à la génération suivante, au niveau des ovocytes comme au niveau des spermatozoïdes, alors que pendant longtemps, on a cru qu'il n'y avait pas de transfert d'ARN de spermatozoïdes. Donc, on se retrouve dans cette configuration où, évidemment, dès lors, donc c'est mon troisième tweet, et aujourd'hui, une désinformation permanente, ma collègue Sally Priester a dénoncé elle a bien fait de dénoncer le fait que le National Human Genome Research Institute, le 11 juillet, donc il y a quelques jours, a osé titrer le fait que le vaccin faisait beaucoup pour protéger nos corps du Covid-19, point d'exclamation. Je trouve ce point d'exclamation assez scientifique, comme vous l'imaginez. Et puis, à ce moment-là, pour mieux insister, après le point d'exclamation, ils disent une chose que ça ne fait pas est de changer votre ADN. Ça n'a pas ce genre de pouvoir, disent-ils. Vos cellules font constamment leur propre messager, et l'ARN messager du synthétique du vaccin agit comme tout autre messager que votre cellule fait. Alors, vous voyez, comme dans cette phrase-là, on a carrément la contradiction apportée directement au fait que, oui, donc cet ARN messager synthétique est donc traité par nos cellules, même prioritisé par nos cellules, comme nos autres ARN messagers. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, parce que je vois que ça saute. Si, c'est bon? Non. Si, on t'entend. Ok, top. Et donc, en fait, cela fait partie d'une désinformation tout à fait, enfin, ils sont en flagrant délit de désinformation. Alors, on a du coup, et ça c'est mon 4e tweet, et avec ça je m'arrêterai là, mais je vais être un peu longue sur ça. D'un côté, on a les fact-checking, et j'ai mis un fact-checking de Reuters qui vient de sortir, encore une fois pour nous assurer que ça ne va pas modifier notre patrimoine génétique, et qui référence 4 autres liens. Donc comme ça, on a 5 fact-checking sur le sujet. Et de l'autre, on a un état de l'art des interrogations avec tout. Alors, j'ai pas mis le lien. Si, c'est bon, j'ai mis le lien. Avec tous les liens relatifs aux publications qu'on connaît sur les éventuelles modifications du génome post-exposition à SARS-CoV-2 ou post-vaccinal, qui est le site que j'ai, enfin le lien que j'ai mis où on voit le petit coronavirus avec une seringue et un fragment, un monobrin, qui montre, qui est en anglais hélas, montre ce que peut être un état de l'art des interrogations objectifs et non pour faire peur aux gens et non pour essayer de prendre parti, mais voilà, essayer juste de dire ce qu'il en est. Alors, ce qu'il en est, il y a pour moi 2 grosses études qui devraient alerter le monde entier, ou 3.
la première étude, ça a été faite par celui qui est le papa de la connaissance dans le monde de l'existence dans notre génome de séquences de virus. Donc en fait, ça c'était une grande découverte qu'il a faite. Et en fait, il est tellement vert, cet homme, qu'il a continué à faire des recherches et en l'occurrence à écrire cet article qui a été évidemment très controversé et pour cause, qui montre que l'ARN rétrotranscrit de SARS-CoV-2 est capable d'intégrer le génome de cellules humaines en culture et peut être du coup exprimé dans des tissus dérivés de patients. Alors, je ne vais pas épiloguer sur toutes les lettres qui ont été un ping-pong incessant entre les auteurs et des critiques, mais ça c'est un jeu intéressant et passionnant de notre domaine, hein, qui permet que personne ne détienne la vérité. Cependant, c'est une première étape que cette publication et qui n'a pas été retirée. Donc, enfin à ma connaissance, hein, si jamais quelqu'un a une connaissance autre qu'il lève le doigt, je serais ravie. Et un autre papier plus récent qui montre que dans des cellules de foie, il y a une capacité de ces cellules en culture in vitro de faire entrer le produit du vaccin, donc ça exactement comme mon histoire de tomate, hein, et de façon, ce qui a, on va dire, un peu surpris les auteurs, c'est pour ça qu'ils l'ont publié, la capacité de reverse transcrire l'ARN en ADN. Alors, ça a l'air d'être des gros mots. En fait, c'est pas des gros mots, c'est juste que pour nous, un ARN peut pas rentrer comme ça dans le noyau et dans le génome. Chaque molécule reste à sa place. Donc, en fait, l'ARN a besoin de redevenir de l'ADN. Donc, c'est pour ça qu'on parle de rétro. Rétro, c'est à l'envers. Transcription. Donc, une transcription, c'est réécrire hein, dans un autre langage. On rétro-transcrit et on devient de l'ADN. Et là, l'ADN a la capacité de rentrer dans le noyau et a la capacité, ce qui n'est pas démontré dans cet article, mais a la capacité potentielle d'intégrer notre génome. Donc, la question, comme vous le comprenez, est assez aiguë. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire actuellement que ça ne modifie pas notre patrimoine génétique, puisque, et ça c'est la troisième étude, c'est celle qui est dans le lien d'un côté les fact-checking, blablabla, il y a marqué PubMed, et là le PubMed normalement vous met en lien avec l'étude épigénétique sur les fameuses cellules, les cellules sanguines et la modification épigénétique occasionnée par SARS-CoV-2 et par le produit vaccinal. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour vous donner un état des lieux d'un débat qui devrait rester, puisque vous le sentez probablement dans ma façon de présenter les choses. Il y a des choses dont on est sûr, c'est-à-dire je vois pas comment, encore une fois, la tomate, on peut dire qu'elle n'est pas modifiée génétiquement. Donc, il y a des compréhensions qui sont évidentes. Il y a après des démonstrations sur le cas d'école en jeu de ces injections ARN messagers en particulier qui donnent un certain nombre d'informations au fil de l'eau qui ne sont pas rassurantes et qui vont dans le sens d'une modification génétique comme on pouvait l'anticiper très logiquement.
voilà, voilà, de façon très succincte, même si ça a l'air très long, une façon de vous présenter les choses, les questions et vous émanciper les uns et les autres à trouver les informations par vous-même. C'est vraiment, ça a été j'ai envie de dire mon fil de conduite depuis le début, depuis 2 ans. Je sais pas si vous vous souvenez que j'ai partagé l'apprentissage de comment on utilisait Euromomo pour savoir s'il n'y avait pas des surmortalités, et je faisais des tutoriaux pour montrer comment utiliser Euromomo. J'ai aussi partagé toutes mes interrogations, notamment sur la littérature. À une époque où on ne parlait même pas de shading, je disais attention, des personnes vaccinées contre la grippe dans leur air exhalé partagent 6 fois plus de particules que les autres. Donc j'ai vraiment essayé, vous voyez, de partager. J'ai aussi partagé les études de Fauci qui montraient qu'il n'y avait pas de pandémie qui avait jamais existé, qui ne soit pas où les gens finalement ne mouraient pas de cause virale, mais mouraient de cause bactérienne, et donc montrer l'importance du coup de traitement par les antibiotiques. Donc voilà, j'ai vraiment tout essayé pour partager afin que chacun soit en capacité de se faire sa propre opinion. Mon but dans la vie n'est pas de convaincre, mon but est que les gens pensent par eux-mêmes. Or, le débat est confisqué et je vous remercie d'avoir organisé ce live. Merci à vous, Alexandra, pour cette démonstration. En plus, vous avez une façon de vulgariser des choses qui sont complexes et vraiment, c'était très appréciable. Anne-Lise, alors peut-être que tu avais une question ? Oui, j'ai quelques questions. Donc, en fait, elles sont un peu plus techniques. Je suis désolée. Si l'ARN, donc messager, est rétrotranscrit en ADN et peut intégrer le génome, j'ai envie de me poser la question, c'est où et via quel mécanisme? Où et quoi, j'ai pas compris. Où et via quel mécanisme? Ah, d'accord. Ensuite, ce serait quels sont les marqueurs éventuels que l'on peut tracer pour remonter en fait cette modification, s'il y a des marqueurs. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une database de malformations fétales que l'on pourrait regarder pour tracer justement ces impacts, donc des injections de nanoparticules lipidiques à ARN messager modifiés sur les développements fétaux? Donc, je ne sais pas. Alors, la première question va m'amener à un autre partage, en vérité, qui est que cet ARN messager n'est pas un ARN messager comme les autres. C'est un ARN messager hautement synthétique qui utilise un langage totalement à part, parce que il n'existe pas d'équivalent dans le monde vivant du langage génétique utilisé pour cet ARN messager. Donc, autant nous dire que c'est un ARN messager qui est un mouton à 5 pattes. C'est un truc qu'on connaît pas, parce que on dit qu'il est pseudo-uridylé, c'est-à-dire que voilà, il y a un remplacement d'une des 4 lettres par une modification chimique, et donc on est sur beaucoup d'inconnus et très peu de choses connues. C'est pour ça que quand on voit des travaux in vitro qui montrent le fait que l'ARN est capté par la cellule et que il est rétrotranscrit par la cellule, c'est captivant pour nous, parce que c'est déjà la preuve que même pseudo-uridylé, il est capable au moins partiellement, parce que c'était une PCR sur un fragment, au moins partiellement, d'être rétrotranscrit. Donc c'est pour te dire que je n'ai pas de réponse à ta première question. J'ai en revanche des éléments de notre connaissance, et les éléments de notre connaissance est que ces séquences, quand elles s'intègrent à notre génome, s'intègrent sous un processus extrêmement régulé. Elles ne semblent pas s'intégrer
d'une façon hasardeuse. C'est un processus qui est contrôlé et en général qui se met proche des gènes de cancer d'une façon reproductive. Donc en fait, ces séquences par exemple de génome viral sont en général localisées près de, en tout cas, s'intègrent dans des hotspots, dans des points chauds, et en général près de gènes de cancer. Qui montrent. Pardon? Les oncogènes. Voilà, exactement. Et donc ça, c'est au niveau du génome, pour que les gens comprennent, c'est en fait un problème d'économie d'échelle. Si vous allez avoir une autoroute extrêmement longue et que vous faites une intervention, vous n'allez pas dispatcher vos petits ouvriers tout le long de l'autoroute, vous allez essayer de les concentrer par tronçon sur un endroit donné d'une régulation concertée entre voilà. En tout cas, c'est l'explication que nous avons et nous ne pouvons que observer le fait que ça ait lieu. Donc ça, c'est le premier niveau. Au niveau base de données interactive, comme tu dis, alors, attends, et puis je vais finir sur ce point-là. Cela veut dire aussi que quand on vous a dit circulez, il n'y a rien à voir, votre ARN messager, il va se dégrader tout de suite, c'est que ces pauvres gens, ces pauvres médecins, ces pauvres scientifiques qui disaient cela, étaient pauvres non pas sur le plan financier, mais pauvres dans leur connaissance du fait que cet ARN messager n'avait juste rien à voir avec les ARN messagers, parce qu'en fait, sinon, la technique n'aurait pas été possible. Il y aurait une réaction immunitaire extrêmement forte qui rappelle à ton champ d'expertise, chère Annelise. Donc en fait, quand il y a eu une étude qui montrait qu'il était là 2 mois après, cet ARN messager, eh bien, pour certains, ça les a surpris grandement. Pour les autres, ben pas vraiment, parce que en fait, c'était le but du jeu recherché de ces modifications chimiques de cet ARN messager, c'était qu'il soit notamment résistant à la dégradation. La deuxième aspect, c'est une base, on va dire, un petit peu interactive sur tout ce qui est malformation. Hélas, pas à ma connaissance, ça fait longtemps qu'on en parle parce qu'on pense qu'effectivement, ce serait un grand salut. Moi, j'avais contribué à développer et on va dire contribuer à entretenir la base GenAtlas qui permet de croiser des maladies génétiques et des régions de chromosomes. Il y a Orphanet qui permet de comprendre qui s'occupe de quelle maladie génétique, mais une base, on va dire, questionnable, interactive n'existe pas encore. Mais c'est un projet dont on a tellement parlé que je comprends pas qu'il existe toujours pas. Voilà, alors à nouveau, à ma connaissance, il n'existe pas. Maintenant, comme on en parle depuis longtemps, j'espère que peut-être qu'il a été fait cet été, je n'en sais rien. Voilà. Je peux juste alerter, et ça rejoint pas mal une de nos interactions, sur le fait que parmi les choses qui sont assez troublantes, c'est dans la liste des effets indésirables rapportés par Pfizer, dans leur document post-marketing, il y a la toute première maladie qui est citée dans la liste. C'est un syndrome d'une délétion d'un chromosome, d'une région, en l'occurrence du chromosome 1, dans la région P3-6. Et ça, c'est Petit souci de micro, je crois. Oui. C'est bon, vous êtes là, ouais. Alexandra? Ah, c'est bon. Vous en étiez à 1 P3-6. Ah, voilà. Et donc en fait, on n'a pas de plus d'explications. Cependant, cette région AP36 comporte les gènes de Rhésus
Et donc, comme j'ai entendu qu'il y avait des gens qui s'inquiétaient sur des changements de résus ou autres, au lieu d'exclure toute possibilité qu'il y ait de changement de résus, j'alerte sur le fait qu'en tout cas, Pfizer nous a dit qu'il y aurait éventuellement des problèmes en 1P36 et que si on délète les gènes de résus qui sont dessus, bah c'est sûr qu'on risque de changer son résus. Donc voilà, donc on voit comme on est vraiment dans beaucoup d'interrogations et aucun moyen d'en discuter, aucun moyen d'avoir des interactions. Enfin, pas aucun, j'exagère. Nous avons eu quand même un échange avec l'Agence du médicament européen, mais enfin leur réponse était tellement effrayante et justifier la toxicité, la moindre toxicité d'une des nanoparticules lipidiques, donc de l'enveloppe de lipides dans lequel on met l'ARN, en disant mais c'est pas grave parce qu'on ne fera que 2 doses. Et à l'époque, évidemment, ils pensaient qu'ils feraient que 2 doses. C'est qu'ils n'avaient pas calculé le nombre de commandes faites au niveau européen et français pour savoir qu'il y en aurait beaucoup plus que cela. Et donc effectivement, la toxicité se pose. Et là, à nouveau, vers qui se tourner pour poser toutes ces questions qui ne peuvent pas ne pas contribuer à une toxicité puisque c'est connu depuis longtemps. Et c'est ça mon problème, c'est qu'il y a plein de choses qui sont connues depuis longtemps et qu'on ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas. Alors, Alexandra, on a un ami à moi qui me suit, qui est médecin à Madagascar et qui avait une question assez intéressante à te poser. Alors, vas-y Zébert, je t'en prie, pose ta question à Alexandra. Et après Alexandra, on passera à un autre intervenant parce qu'on a déjà beaucoup bloqué Alexandra. Vas-y Zébert. Ah, merci. Bonjour à toutes et tous. Moi, je me présente un peu, je suis médecin urgentiste depuis plus de 20 ans. Je ne suis pas du tout un chercheur ni scientifique et tout. Et c'était très bien ce que disait Madame Henriot-Caude. Enfin, très intéressant. Pareil, alors dopaminergique, j'ai adoré. Hein. J'imagine, elle imagine même pas ce que ça a fait, l'impact sur les urgentistes. Mais il y a eu des études qui datent de longue date d'ailleurs. Je vais être un tout petit peu long, mais ça va durer 5 minutes. Hein. Ouais, Zébert, juste parce qu'on a un timing ok, un peu à d'accord, respecter. mais alors, ok, si tu peux ça va durer 3 minutes. Ta question 3 minutes. Alexandra, après. Juste dire à Dopaminergique qu'effectivement, moi j'étais membre de la MUF et qu'on avait déjà fait des études en 2003-2004 et qu'il y avait 70% des médecins urgentistes qui étaient divorcés ou séparés. Donc tu imagines que je sais très bien tout ce que tu dis. Voilà. Ah, moi, alors, j'ai une remarque à faire à Madame Henriot-Caude, parce que je la connais pas, donc même si je suis à moitié martiniquais, je ne vais pas la tutoyer tout de suite. Déjà, je voudrais préciser pour tous les auditeurs que le valproate, c'est l'acide valproïque, c'est la dépakine, et la dépakine, elle rend, même si elle a fait plein d'effets secondaires, elle rend beaucoup de services, et donc c'est pour ça que j'ai mal compris. Ma question, elle est là-dessus. Je ne comprends pas l'argumentation de mélanger l'ARN messager qu'on ne connaît pas, qui n'apporte rien. Hein. Moi, je le sais aujourd'hui, je le vois en direct. Hein. J'ai vacciné 3 doses, j'ai attrapé le Covid il y a 3 semaines, j'étais malade et j'ai pas pu travailler. Et entre guillemets, j'ai même pas eu d'arrêt de travail, rien, quoi, basta. Et la dépakine qui, elle, a rendu beaucoup de services parce qu'il y a un rapport bénéfice-risque. En médecine, il y a le bénéfice-risque. Et Madame Henriot-Caude, vous n'en parlez pas. Donc la dépakine, on sait qu'elle a des effets secondaires, mais elle rend encore aujourd'hui, alors pas dans la schizophrénie, mon ex-femme est psychiatre et ma meilleure amie est psychiatre, et voilà, mais la dépakine rend beaucoup de services dans l'épilepsie, et toujours, et dans d'autres maladies. Donc, comparer une molécule à un ARN messager sur les effets, moi je trouve ça pas pertinent scientifiquement, même si je suis pas un chercheur. Non, mais peut-être laisse Alexandra te répondre, Zébert. Non, mais j'ai une deuxième question, comme ça j'arrête après. Et la deuxième question. Ben oui, mais excusez-moi, mais en fait, ça veut dire que où je me suis très mal fait comprendre, oui. Où je n'ai jamais comparé. J'ai juste dit que justement, j'allais faire en préambule. Enfin, de toute façon, l'enregistrement me donnera justice, je l'espère. J'ai dit
c'est très important. J'ai dit, je vais vous parler d'un tout autre exemple. Enfin, je n'ai même pas dit exemple, d'un problème d'alerte qu'on peut développer et que la connaissance sur le long terme peut apporter. La publication dont je parle, elle est de janvier 2022. Si elle était anecdotique, si elle vous a semblé anecdotique, c'est qu'on ne parle pas le même langage et que si vous avez envie de prescrire de la dépakine sur des mères en pleine grossesse, c'est que vous n'avez pas la curiosité de lire cet article. Parce que quand 23% des enfants ont des malformations, 44% ont des désordres neurodéveloppementaux, c'est qu'on a un problème. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que, comme vous le dites justement, cette molécule est prescrite depuis des années. On ne parle d'aucun problème. On l'a prescrite à des femmes enceintes. Et pour autant, on s'aperçoit que il y a des problèmes absolument majeurs. C'est-à-dire qu'on est à moins d'un enfant sur deux qui n'ont pas ni malformation, ni désordre développemental. Donc, je ne crois pas que ce soit un problème de scientifique ou de médecin. C'est juste un problème d'humilité qui force à comprendre que quand on administre un produit sur lequel on n'a pas de vue long-termiste à des femmes enceintes et à des enfants et à des jeunes, il y a possiblement un effet boomerang qui peut arriver. Cependant, je n'ai pas fait de comparaison, puisque j'ai même dit qu'effectivement, on ne pouvait pas faire un lien entre le valproate et l'ARN messager, puisque j'ai dit que dans un cas, on a une molécule, dans l'autre cas, on injecte, enfin, ça n'a juste rien à voir. Et je crois l'avoir dit, mais je n'ai peut-être pas... Je confirme, vous l'avez dit, Alexandra. Merci. Alors, par contre, je me fais harceler. Il y a beaucoup de questions pour vous, Alexandra. Alors, juste, vas-y, Myriam, pose juste ta question à Alexandra, rapidement, s'il te plaît, parce qu'on a un fil conducteur et on est déjà hyper à la bourre. Donc, vas-y, Myriam. Merci. Bonjour, Alexandra. Je pense que tu me reconnais. On a fait un space ensemble. Je voulais savoir, parce qu'il y a beaucoup de victimes vaccinées qui me posent la question et je ne sais pas répondre. Je ne suis pas scientifique comme toi. Est-ce que c'est possible que leur résus peut être changé? Parce qu'il y a une information qui circule sur Internet à ce niveau-là. Alors, est-ce une faute? Alors là, pareil, voilà. je vous suggère de réécouter ce que j'ai dit, parce que comme j'ai déjà répondu, je pense que j'ai déjà répondu et dans mes tweets par écrit et là par oral. Donc, je pense que voilà, j'ai donné un élément. Ok, voilà. Donc, je t'invite, Myriam, à aller voir ce qu'Alexandra a publié. En tout cas, merci Alexandra pour votre développé. C'était vraiment... vous avez vulgarisé ça d'une manière très peut-être pas bien, parce que vous voyez, si des collègues croient que je fais un amalgame entre les deux, c'est ennuyeux. Non, mais bon, je pense qu'ils seront retournés sur le space et voir que moi, j'ai bien vu que vous aviez dit ça. En tout cas, merci Alexandra. C'était très tribunal d'ajouter pour la compréhension également. Moi, j'ai bien compris que c'était deux choses différentes et c'est la vulgarisation de montrer par des faits scientifiques qu'on montre bien que malgré que des milliards de personnes soient vaccinées, le temps ne peut pas remplacer le temps. Voilà, c'est surtout ça que j'ai compris l'impact de ces arguments. Et je pense que c'est absolument ce qu'Alexandra a expliqué et c'est bien mentionné dans l'enregistrement. Merci. Merci beaucoup. Non, mais c'est clair. Hein. Moi, non, mais parfois, non, mais vous savez, c'est. Et puis après, vu qu'il a posé la question en privé, je me suis dit, bon, on ne sait jamais s'il y a d'autres auditeurs qui ont fait un amalgame, au moins les choses sont claires. Absolument, mais merci. D'ailleurs, je remercie ce collègue de Madagascar avec qui je serais ravie qu'il me tutoie et qu'on se tutoie, parce que moi j'ai le tutoiement facile, parce que son point m'a permis de clarifier. Voilà. Mais merci en tout cas Alexandra pour votre intervention, c'était vraiment très très intéressant. Merci à vous. Bye bye. Alors là, on va faire quelque chose.